Merci, Président. Nous venons de passer le 20e anniversaire de la guerre en Irak. Cette guerre a entraîné plus d'1 million de morts. Les gens subissent encore les conséquences de l'utilisation d'uranium appauvri. Personne n'a été tenu responsable pour un pays déchiré et une région plongée dans le chaos. Nous avons la responsabilité de regarder en arrière et de nous demander comment tout cela est arrivé. Cela s'est produit parce que les personnes au pouvoir nous ont répété des choses qu'elles savaient fausses. Cela s'est produit parce qu'un média complaisant a échoué à poser les bonnes questions et à répéter ses mensonges jour après jour, promouvant une guerre d'agression comme une bataille de la démocratie contre l'autoritarisme. Maintenant, alors qu'un autre pays est déchiré et qu'une autre région est plongée dans le chaos, à cette phase particulièrement dangereuse de l'histoire mondiale, nous voyons les mêmes personnes encore réclamant du sang. Pas le leur, bien sûr. Ils s'emparent du terrain moral, condamnent la paix comme de l'apaisement et hurlent que la seule option est l'escalade. Vous devez vraiment vous demander pourquoi, au nom de Dieu, croirions-nous ces menteurs maintenant? Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies avec le 3e épisode de notre série mensuelle, cette fois pour mars. Claire Daly, comme vous l'avez déjà entendu, parle à nouveau de la guerre en Ukraine. Elle a beaucoup à dire sur l'hypocrisie de l'Occident et les échecs de l'Europe de manière plus générale. Profitez-en. Les services d'action extérieure européens prétendent représenter une UE européenne plus forte dans le monde. Cependant, la réalité est que de nombreuses personnes, surtout celles vivant en dehors du Nord global, perçoivent l'Union européenne comme faible et trop soumise aux États-Unis, même lorsque cela va à l'encontre de nos propres intérêts. Au lieu de promouvoir la paix en Europe et de résoudre les différences par le dialogue et la diplomatie, nous sommes devenus un pion pour l'OTAN. Nous sommes pris dans l'étau du complexe militaro-industriel, imposant des sanctions qui ont conduit à une crise énergétique, une crise du coût de la vie, une puissance nucléaire en colère à notre porte et la loi sur la réduction de l'inflation. Si nous voulons vraiment être plus forts, nous devons cesser de participer au jeu de guerre des États-Unis, arrêter d'antagoniser nos partenaires commerciaux et cesser d'interférer dans les pays que nous n'aimons pas dans le but de changer de régime. Nous devons également cesser d'exploiter le Sud global. Ils ne toléreront plus notre colonialisme. Pour devenir plus forts, nous devrions défendre le droit international, les principes de l'ONU et le multilatéralisme. En bref, nous devons faire le contraire de ce que nous faisons actuellement. Merci, Président. La Moldavie fait face à une situation extrêmement sensible. Elle est confrontée à une guerre brutale à sa porte, à une intense polarisation internationale, à une présence militaire russe en Transnistrie et à des acteurs internationaux qui pressent de plus en plus les États de choisir un camp. L'article 11 de la Constitution déclare la neutralité permanente de la République. La grande majorité des Moldaves s'est constamment opposée à rejoindre soit l'OTAN, soit l'OTSC, dirigé par la Russie. Comme mon propre pays, l'Irlande, la Moldavie n'a pas une armée puissante. Sa neutralité a été une garantie cruciale de sécurité pour son peuple. Les Moldaves sont clairement inquiets à l'idée d'être entraînés dans la guerre et de la voir se propager. Nous devrions être extrêmement prudents pour ne pas compromettre la neutralité moldave. C'est honteux que nous forcions les pays à prendre parti. Pourquoi ne peuvent-ils pas maintenir de bonnes relations à la fois avec la Russie et l'UAPRO? Il est également honteux que les licences de diffusion pour 6 chaînes de langue russe en Moldavie aient été révoquées. Nous devons respecter les droits de tous les Moldaves. Merci. Le prochain intervenant est Mick Wallace. Merci beaucoup, Président. La Moldavie a un engagement constitutionnel envers le principe de neutralité. Comme la Géorgie, la Moldavie a 2 zones de conflit gelées et sa dernière période de paix relative a été durement gagnée.
La neutralité de la Moldavie est un élément central dans l'équilibre des pouvoirs. Cet équilibre a permis de maintenir intact l'arrangement délicat des positions politiques, socio-économiques et militaires, ainsi que des leviers d'influence. La Moldavie a été secouée par la guerre, l'inflation et les afflux de réfugiés. Compromettre sa neutralité maintenant ne sera pas utile. Des réformes impopulaires ont été imposées et les tensions entre le gouvernement central et l'État sécessionniste de Transnistrie sont élevées. La Moldavie pourrait bien ouvrir un nouveau front dans cette guerre. Les tensions religieuses et ethniques sont déjà élevées. La Russie, l'Ukraine, l'OTAN et l'UPLA sont tous complices dans cette affaire. Mais ce sont les habitants de la Moldavie qui paieront le prix si leur neutralité est piétinée. Je dois dire, je pense que ce débat est vraiment très peu utile. Alors que la personne occasionnelle est intervenue pour plaider en faveur du calme, du dialogue et de la diplomatie, la plupart des gens ici, franchement, se sont fait un plaisir de remuer le pot sans se soucier apparemment des conséquences. Personne ici ne devrait faire cela. Tout le monde, de tous les côtés, devrait laisser la Géorgie tranquille. Depuis 1991, le peuple géorgien a été mis à rude épreuve par la thérapie de choc néolibérale, l'instabilité politique et une polarisation politique vicieuse. Un tiers des personnes en Géorgie de moins de 50 ans envisagent d'émigrer. 61% d'entre eux disent qu'aucun parti politique ne les représente. C'est l'un des pays les plus inégaux d'Europe et d'Asie centrale. C'est sur cela que nous devrions nous concentrer. C'est cela qui importe pour le peuple de Géorgie. Et pourtant, des gens viennent ici essayer d'enflammer les choses. Vous vous plaignez de la loi géorgienne sur les agents étrangers alors que la Commission sort et divulgue sa propre version exactement de la même chose. Et vous n'avez rien à dire à ce sujet. Ce type de choses est de la folie. Auparavant, l'UDMM plaidait pour le dialogue et la désescalade. J'espère vraiment que nous pourrons continuer sur cette voie. Je suis en faveur de ce texte en raison du besoin urgent d'augmenter le revenu minimum national dans les États membres l'UPEOL afin de réduire le nombre de personnes à risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Maintenant, nous savons qu'en 2021, 95,4 millions de personnes dans l'UPELion. 21% de la population est à risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Cette mesure est significative, mais à moins que nous prenions des actions plus étendues, les problèmes persisteront. Nos travailleurs font face à une précarité constante. La crise énergétique, la désindustrialisation, le chômage et l'inflation augmentent le nombre de personnes qui se sentent de plus en plus insécurisées. La part des coûts du logement dans le revenu disponible des personnes à risque de pauvreté est de 38%. En Irlande, au dernier trimestre de l'année dernière, les loyers moyens étaient de 1 733 € par mois. En France, le nombre de personnes recevant de l'aide alimentaire a triplé. L'urgence sociale est là. Il est temps de se réveiller. La protection des citoyens de l'UMOR contre la discrimination est inadéquate et nous avons échoué à améliorer la directive sur la discrimination depuis bien trop longtemps. Je suis content que nous ayons juste observé la première journée internationale des Nations Unies contre l'islamophobie. Cependant, il est regrettable qu'elle ait été nécessaire en raison de l'augmentation effroyable des crimes contre les musulmans dans notre société. La suspicion institutionnelle qui a augmenté depuis le 11 septembre, la soi-disant guerre contre le terrorisme, le profilage négatif et les stéréotypes rendent la vie en Europe très dangereuse pour les musulmans. Les actions de certains membres de nos parlements exacerbent cette situation. Avec la présidence suédoise en séance, nous devons déclarer que brûler et manquer de respect au Coran est absolument inacceptable. C'est un crime de haine. Le fait de le présenter comme une simple liberté d'expression n'est pas suffisant. Nous devons aligner nos actions sur nos paroles et éradiquer la discrimination contre les musulmans dans notre société. Merci beaucoup, Président. Le crime organisé, le terrorisme, la migration sont les monstres qui se cachent sous le lit de chaque droitier. Ils sont la justification fourre-tout pour chaque attaque contre nos droits fondamentaux.
Nos droits et libertés civiles sont constamment érodés par une obsession sécuritaire endémique. Cette obsession ne fait presque rien pour adresser les problèmes qu'elle prétend résoudre, mais elle fait tout pour rendre nos sociétés plus craintives et autoritaires. Il ne doit pas en être ainsi. Si vous voulez vraiment vous attaquer au crime organisé dans l'UMA-NWER, il existe des moyens de le faire sans mettre en place une surveillance de masse, sans éroder les libertés civiles, sans enrichir les entreprises d'armement et de sécurité, et sans créer un climat omniprésent de peur et de suspicion. La première étape, si vous êtes vraiment sérieux, est la décriminalisation des drogues comme moyen de travailler vers une légalisation complète. En même temps, vous fourniriez des voies sûres et légales pour que les gens viennent en Europe et travaillent ici dans l'économie régulière. Cela peut sembler simple, mais je peux vous garantir que cela serait efficace. Merci, Président. Ce débat se déroule sur fond de la mort de 74 personnes au large de l'Italie le mois dernier. La moitié des morts étaient des enfants. 30 sont encore portés disparus. C'est dans le contexte des procès criminels en cours, des sauveteurs et des réfugiés innocents pour avoir aidé des personnes à se mettre en sécurité. C'est dans le contexte des nouvelles réglementations italiennes qui resserrent l'étau autour des opérations de recherche et de sauvetage civil. Ces opérations ont pris le relais depuis que l'ULER a honteusement abandonné ses obligations légales de sauver des vies en mer. C'est dans le contexte de refoulements illégaux, de violences, de tortures et de milliers de morts. C'est dans le contexte de la suspension de Gary Lineker de son poste de présentateur pour avoir exprimé sa solidarité avec les réfugiés. Mon Dieu, quel sombre contexte. Alors pouvons-nous, s'il vous plaît, être réalistes et changer le récit? Les personnes venant à l'ULER de l'extérieur de ses frontières sont un atout, pas une menace. L'Europe peut se réveiller face à ce fait ou rester dans son piège mortel, sauvage et de plus en plus autoritaire. J'espère pour le premier, mais je crains pour le second. En écoutant les encouragements ici, en sécurité à des milliers de kilomètres des lignes de front, je pense que ce serait un exercice utile pour nous de nous rappeler ce que vivent les Ukrainiens ordinaires. The Economist rapporte un recrutement forcé à travers le pays. Des conscrits sans expérience ni formation sont envoyés au front dans ce qu'un ministre britannique qualifie de niveau d'attrition de la Première Guerre mondiale. Les chiffres des victimes sont secrets, mais les estimations sont d'environ 120 000. Les commandants de bataillon racontent au Washington Post que des recrues fuient en masse les positions. Politico rapporte une répression contre les déserteurs. Ce sont des êtres humains et il y a un manque honteux d'empathie pour les gens ordinaires dans la rhétorique de guerre. Le débat se concentre sur le maintien de l'approvisionnement en armes pour continuer la guerre. L'Ukraine perd une génération d'hommes, des fils, des maris, des frères qui ne peuvent jamais être remplacés. Cette situation ne peut pas continuer indéfiniment. Et les généraux de guerre qui sont ici et envoient ces hommes à leur mort me rendent malade. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de dialogue, aussi désagréable que cela puisse être. Merci, Président. Je me suis abstenue de ce rapport parce que, bien qu'il contenait beaucoup de bonnes choses, je ne suis pas d'accord avec la loi Magnitsky et d'autres mesures. Si nous voulons défendre les défenseurs des droits de l'homme, nous devons être honnêtes. Je veux donner un exemple pour soutenir ma position. Hier soir, nous avons eu une discussion sur des rapports concernant des centaines de filles souffrant de problèmes respiratoires et de paralysie temporaire dans des écoles à travers l'Iran, ce qui est profondément préoccupant. Cibler des enfants pour quelque raison que ce soit est inimaginable et inexcusable. Je suis très content que le gouvernement d'Iran ait initié une enquête, que j'attends être transparente. Cependant, chaque fois que nous abordons ces questions, nous devrions considérer l'impact sur les défenseurs des droits de l'homme et les personnes que nous prétendons défendre. En utilisant constamment chaque développement en Iran pour pousser au changement de régime, nous nuisons aux personnes que nous disons soutenir.
Nous essayons d'intervenir négativement dans ce sens. Je trouve cela un peu effronté de la part des gens ici de feindre de se soucier des femmes et des filles en Iran alors qu'elles meurent à cause des sanctions que nous leur imposons. Merci, Président. Nous venons de passer le 20e anniversaire de la guerre en Irak, une guerre où plus d'1 million de personnes sont mortes. Les gens luttent encore avec les conséquences de l'utilisation de l'uranium appauvri. Personne n'a été tenu responsable pour un pays déchiré et une région plongée dans le chaos. Nous avons la responsabilité de regarder en arrière et de demander comment tout cela est arrivé. Cela s'est produit parce que les gens au pouvoir nous ont répétitivement dit des choses qu'ils savaient fausses. Cela s'est produit parce qu'un média complaisant a échoué à poser les bonnes questions et à répéter ses mensonges jour après jour, battant le tambour pour une guerre d'agression déguisée en bataille de la démocratie contre l'autoritarisme. Maintenant, alors qu'un autre pays est déchiré et qu'une autre région est plongée dans le chaos, à cette phase dangereuse de l'histoire mondiale, nous voyons les mêmes personnes encore, réclamant du sang, pas le leur bien sûr. Ils s'emparent du terrain moral, condamnent la paix comme de l'apaisement et hurlent que la seule option est l'escalade. Vous devez vraiment vous demander pourquoi, au nom de Dieu, croirions-nous ces menteurs maintenant? Nous avons besoin de paix et nous en avons besoin maintenant.